Et nous recevons ce soir la députée française Amélie de Montchalin. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée de l'Essonne, membre du parti présidentiel en France, celui d'Emmanuel Macron, La République en marche. Alors commençons par l'actualité internationale et ce sommet de Singapour qui aura lieu maintenant dans quelques heures. Donald Trump face à Kim Jong-un, image qui paraissait impensable il y a quelques semaines encore. Vous applaudissez l'initiative des deux dirigeants ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut dans ce monde que féliciter ceux qui se parlent. Donc, tout comme en 79, Carter et Deng Xiaoping à l'époque se rencontrent et que ça a ouvert une phase pour la Chine extrêmement importante d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde, d'ouverture à la diplomatie. Il faut espérer que ce qui se passe en ce moment à Singapour soit aussi, j'espère, une étape contre la prolifération nucléaire, qui est quand même un grand danger. Et puis, j'espère aussi pour les Nord-Coréens, une étape d'ouverture. Aujourd'hui, il faut se rappeler quand même qu'ils vivent totalement coupés du monde, maintenus à l'écart de ce qu'est la réalité, de la modernité de ce qui les entoure. Et donc, on part d'un point de départ extrêmement difficile pour eux et pour nous tous autour qui nous savons plutôt, combien Kim Jong-un est un dirigeant qu'il nous faut mieux comprendre et surtout avec qui il faut dialoguer. Alors, on a le sentiment que Donald Trump dynamite la diplomatie mondiale, qu'il adresse aussi un message, c'est la loi du plus fort qui prime et la seule manière, selon lui, qui pourra faire avancer les choses dans des dossiers, des crises épineuses comme celle-ci, qui durent depuis des dizaines d'années. Un mot justement sur cet unilatéralisme de Donald Trump qui intervient quelques jours après son coup d'éclat au G7 où il s'est retiré de l'accord final. Moi, je pense que ce qui se passe avec Donald Trump n'est pas tenable. Et je pense qu'il le sait lui-même. Les États-Unis ne resteront pas longtemps isolés dans le monde. Si on prend par exemple le Canada et les États-Unis, le Canada est la première destination d'exportation des États-Unis. Donc bien sûr qu'il y a de la colère, qu'il y a la mise en scène, il y a servir une opinion qui attend justement d'avoir un homme fort et d'avoir les États-Unis qui posent le cadre dans lequel les accords sont signés. Je pense que ce qui s'est passé au G7, il y a deux choses intéressantes. D'abord, c'est que les 6 autres sont d'accord sur des choses extrêmement importantes. La réforme de l'OMC, également sur des sujets comme la biodiversité, comme le plastique. Enfin, ça a l'air anecdotique comme ça. Ce sont des sujets qui, après l'accord de Paris sur le climat, montrent bien qu'il y a quand même un consensus à agir ensemble. Il n'y a pas que les tarifs douaniers. Et l'autre chose qui, moi, me semble extrêmement importante, c'est que la France dit que le multilatéralisme est important. C'est d'autant plus important d'y croire dans les moments où c'est difficile. C'est facile de croire au multilatéralisme quand tout le monde est d'accord. Donc l'appel du président Macron, pendant sa présidence en 2019 française du G7, à continuer le dialogue et à savoir que c'est avec les États-Unis qu'on avancera et que ça prendra le temps qu'il faudra et qu'on posera le cadre nécessaire. Moi, je suis certaine que les États-Unis, un jour, reviendront autour de la table. Et qu'il ne faut surtout pas baisser les bras en se considérant que, sur un coup d'éclat... Mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance, notamment de l'Union européenne face à Donald Trump ? La puissance de l'Union européenne, c'est déjà d'avoir un front uni extrêmement fort. Et ça, c'est déjà un axe de puissance, puisque Donald Trump espérait que les Européens, parce qu'ils ont des intérêts différents en termes de commerce, se séparent entre eux. Aujourd'hui, l'Europe, elle est forte parce qu'elle a une position commune. L'impuissance de l'Europe, c'est celle qui existerait si on n'était pas capable de signer avec le Japon et le Canada, ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, un front européen qui est fort. On a les États-Unis qui, de fait, reviendront autour de la table puisqu'ils ne pourront pas rester, en tant que première économie occidentale, très longtemps isolés. Alors c'est finalement, on le disait, sur un autre sujet d'actualité internationale, l'Espagne qui va accueillir ce bateau, semble-t-il, de migrants dans le port de Valence. Un peu plus tôt, avant la décision de l'Espagne, il y a l'Allemagne qui a appelé toutes les parties, je cite, à remplir leurs devoirs humanitaires. La Commission européenne qui a appelé un règlement rapide de la situation. Ça fait beaucoup de vœux comme ça, de déclarations. À qui la faute, selon vous, pour qu'on en arrive à ce point ? Ce qui est important, et c'est un des piliers notamment du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, c'est qu'on croit que ces sujets ne sont pas des sujets qu'on peut régler de manière durable, de manière nationale. Quand on appelle à une agence européenne pour les migrants ou une agence européenne pour gérer les situations d'asile, c'est bien parce qu'on comprend qu'aujourd'hui le règlement Dublin par exemple fait que vous concentrez les problèmes en Italie alors que le défi il est pour tout le monde. Le règlement Dublin, c'est qu'on pose sa demande d'asile dans le premier pays dans lequel on est entré dans l'Union européenne. Et les pays frontières, ça s'appelle l'Espagne et l'Italie de fait. Et vous avez aussi une route par les Balkans. Mais il est extrêmement important que ces questions-là remettent au centre la puissance et surtout l'intérêt d'avoir une politique européenne concrète. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe grandira parce qu'elle saura justement se doter des outils qui feront qu'on partage le problème, pas de manière extrêmement, vous savez, égale et comptable, mais qu'on partage l'enjeu, qu'on comprenne bien que sur le changement climatique, sur les questions des migrations, sur la question de la défense, sur la question de la sécurité, on a vu Édouard Philippe rencontrer son homologue belge sur la question du terrorisme, on a besoin de travailler ensemble et qu'aucun État aujourd'hui n'est capable de résoudre
les problèmes tout seul. Mais comme cette image du bateau avec, on l'a dit, des centaines de migrants à 1 an des élections européennes, cette crise migratoire qui perdure, est-ce que ça ne vous fait pas craindre une vague populiste dans 1 an lors du scrutin européen? La vague populiste, tout le monde la craint. Moi, je suis convaincue que la meilleure façon d'affronter le tsunami, c'est de le combattre. Et le combattre avec des vrais arguments, avec des vraies politiques, avec des vraies options. Aujourd'hui, Angela Merkel, notamment dans sa politique vis-à-vis du budget européen, a peur des populistes. Et elle a raison d'avoir peur, tout le monde a peur. Sauf que sa stratégie, c'est de dire du coup, verrouillons tout ce qu'on peut avant les élections européennes, comme ça, même s'ils sont élus, ça n'aura aucun impact. Moi, je pense que c'est leur donner c'est leur faire un immense cadeau de suivre cette stratégie. Parce que ça laisse penser qu'effectivement, l'Europe n'en a rien à faire de l'avis démocratique des Européens. Si nous voulons que les populistes régressent, il faut être extrêmement fort sur ce que l'Europe peut faire pour l'emploi, pour notamment les agriculteurs et la souveraineté alimentaire, face notamment aux migrations. C'est parce qu'on se dotera d'outils et de moyens qu'on pourra répondre aux populistes. Les populistes aujourd'hui disent 2 choses. Ils disent vous êtes un monstre de papier, donc vous blablatez, il ne se passe rien. Et ils disent vous êtes une dictature au fond technocratique et l'avis des Européens ne compte jamais. La meilleure chose qu'on peut faire... Les populistes ont le vent en poupe aussi parce qu'ils en ont marre des politiques aussi libérales, politiques qui sont aussi incarnées par le président français Emmanuel Macron aujourd'hui. Je ne sais pas si quand on essaye d'avoir un commerce juste et réciproque, quand la France, vous savez, sur le CETA, considère qu'il faut qu'on ait un suivi, une évaluation des accords de libre-échange, je ne sais pas si on est des libéraux au sens d'ultra-libéraux qui n'auraient que le marché en tête. Je ne sais pas si quand on fait la stratégie européenne sur le changement climatique, on soit non plus extrêmement ultra-libéraux. Là, en l'occurrence, il y a quand même 3 économistes qui ont inspiré le programme économique d'Emmanuel Macron qui lui demandent d'agir et de donner un virage social à sa politique. Là-dessus, si on peut revenir 2 minutes, les économistes en question sont des économistes, c'est bien leur métier. Ce ne sont pas des militants en marche, et ce sont des gens, notamment Philippe Martin, qui comme président délégué du Conseil d'analyse économique est nommé par le Premier ministre, avec comme fonction d'alimenter la réflexion du gouvernement et du président. Donc, ça veut dire que c'est des gens à qui on demande, justement, de garder un sens critique et de garder une capacité à nourrir le débat. Alors justement, ils disent que la flexi-sécurité, c'est le concept qui défend Emmanuel Macron adhère, mais qui manque la sécurité. Il y a la flexibilité, mais il n'y a pas encore la sécurité. Leur note, au fond, c'est une note technique. C'est une note qui pose des options, qui dit le cap est le bon. Maintenant, il faut peut-être faire ressortir plus de choses. Il faut que techniquement, telle mesure soit préférée à telle autre. On est sur une note d'économiste. Moi, j'étais une économiste avant d'être députée. Quand vous êtes une économiste, vous posez des options. C'est pas vous qui prenez la décision et vous les prenez avec un cadre, je veux dire, conceptuel d'hypothèse qui est celui de Philippe Martin, celui de Philippe Aghion, celui de Jean Pisani-Ferry. Donc ce sont des économistes libres, et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre en a mandaté un d'entre eux pour présider le Conseil d'analyse économique, pour continuer d'avoir un débat entre nous. C'est tout à fait cohérent, par exemple, avec ce que dit Agnès Buzyn hier dans le journal du dimanche, quand elle dit le social, c'est pas une question d'argent, c'est une question justement de réorientation pour que ce soit le plus efficace possible et qu'on ait moins de pauvres en France. Tout ça est très convergent. Les arbitrages politiques, ils arriveront dans le budget, donc à l'automne, ils arriveront dans le plan anti-pauvreté qui sera présenté par le président normalement au mois de juillet. Donc, il y a plein de rendez-vous sur lesquels on travaille. Et je voudrais dire que le social, pour moi, la première des politiques sociales, c'est pas des allocations qu'on empilerait et on aurait bonne conscience en disant ça y est, on a distribué de l'argent. La vraie politique sociale, c'est l'emploi, c'est la formation, c'est ce qui commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'assurance chômage, l'apprentissage, l'insertion. Moi, je suis élue d'une circonscription extrêmement mixte, avec des jeunes qui ont, pour certains, un avenir assez serein, et d'autres qui ont beaucoup de portes fermées devant eux. C'est ces portes fermées qu'il faut qu'on ouvre, c'est l'émancipation. Ça, c'est la politique sociale. Alors, vous êtes rapporteur du budget, recherche, et aussi membre de la commission numérique. Vous êtes, dit-on, WIP, c'est votre fonction, WHIP, de la Commission des finances. En quoi consiste au juste votre rôle? Mon rôle, c'est de coordonner le travail des 38 députés En Marche à la Commission des finances. C'est de faire que, justement, on ait un cap qui soit clair et que nos propositions à nous 38, elles soient cohérentes, que ce ne soit pas la cacophonie, que nos idées, on les fasse travailler ensemble pour que, quand il y a une position d'un côté et de l'autre, on en arrive avec une position commune qui soit beaucoup plus forte. Est-ce que tout le monde vote pareil? Non, c'est que face au lobby, face à l'exécutif, face au fait qu'aujourd'hui, quand on est député, on a finalement peu de moyens pour évaluer et pour aller au fond des textes. Plus on est ensemble, plus on est fort. Vous savez, quand on est député, quand même, notre rôle, c'est de voter des choses. On ne vote rien tout seul. On vote parce qu'on crée une majorité. Et moi, mon rôle, c'est dans le groupe, avec les sujets notamment financiers de budget, c'est de créer la majorité. C'est de dire, vous avez un groupe de députés qui vont avoir un point d'attention sur tel sujet. Comment
on remet ça en ligne avec notre cap et comment du coup on fait évoluer le texte. Comment expliquez-vous cette, semble-t-il, surcharge de travail, en tous les cas, ces difficultés que rencontre votre parti? Il y a eu des arrêts de travail, notamment dans l'entourage du Premier ministre à Matignon. Il y a aussi ces burn-out face à cette volonté de réformer vite. Restons sereins. Aujourd'hui, il y a effectivement une forme d'exaspération de notre côté député qui considère que les conditions dans lesquelles on examine les textes font qu'on passe des heures à se répéter, qu'on passe finalement des heures à parler des sujets annexes. Vous savez qu'on peut débattre 5 fois du même sujet. Commission, séance. Deuxième lecture après le Sénat, commission, séance. Ça revient en lecture définitive. Mais ça, c'est pas nouveau. Non, sauf que quand vous avez des projets aussi fondamentaux, de transformation aussi profonde sur le logement, sur l'agriculture, sur la justice bientôt, sur la réforme constitutionnelle, aujourd'hui sur la formation professionnelle et l'assurance chômage, vous avez des énormes textes et finalement vous allez passer des jours et des nuits et des week-ends à parler de choses qui sont assez annexes. Donc la question c'est comment on rend le travail parlementaire plus efficace, plus autonome, plus instruit, plus rationnel, avec des expertises justement d'économistes, de sociologues, de juristes qui puissent alimenter notre travail et qu'on se concentre sur ce que les Français attendent de nous. Qu'on crée un débat de qualité, qui parle de leurs enjeux et qui ne soit pas, j'allais dire, sur la périphérie des sujets. Et aujourd'hui, ce qui effectivement nous interpelle et qui justifie le fait d'avoir bientôt une réforme constitutionnelle, c'est d'arriver à avoir, comme dans toutes les démocraties, tous vos téléspectateurs peut-être habitent dans d'autres démocraties européennes notamment, où vous avez des débats qui sont beaucoup plus, profonds, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus sérieux, et beaucoup moins dans le théâtre. Il y a une forme de théâtre dans notre Assemblée qui, quand vous le vivez au bout d'un an et que vous essayez vraiment de changer le pays, oui, elle est parfois exaspérante. Une question pour finir. Tout à l'heure, on parlait de Donald Trump qui a été élu sur un programme, qui l'applique quasiment à la lettre et à tous les niveaux. Emmanuel Macron, lui aussi, applique le programme pour lequel il a été élu pour l'instant, même s'il y a des voix, bien entendu, qui lui demandent d'être plus à gauche. Il a été élu, rappelons-le aussi, c'est la droite et la gauche, c'est la meilleure façon de ne rien faire dans notre pays. C'est comme ça que depuis 30 ans, finalement, on a créé beaucoup d'immobilisme. Juste avec ce qui se passe sur les raffineries, par exemple, aujourd'hui, il y a souvent cette phrase qu'on entend de la part du gouvernement français, on ne reculera pas. Pourquoi pas de main tendue parfois justement aux agriculteurs, par exemple? Le ministre Travers va recevoir ou a reçu, je ne sais plus très bien si c'était avant ou après notre émission, les jeunes agriculteurs et la FNSEA. Moi, je suis une députée de terrain d'un territoire qui est extrêmement, donc je vous dis, mixte. J'ai été à la réunion de la FNSEA d'Île-de-France, passer une après-midi, écouter les frustrations, partager une vision, répondre à des questions. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on est muré dans nos certitudes, c'est on échange, on dialogue. Il y a des choses qu'on pose qui sont des cas. Non, mais il y a des choses négociables et des choses non négociables. Si vous n'êtes pas clair sur le non négociable, eh bien finalement notre pays ne se transformera jamais. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'écoute rien. On va au contact. Je vous dis, moi, c'est par mon milieu familial, je viens d'un milieu agricole, donc c'est des questions qui m'intéressent et sur lesquelles je suis sensible. Eh bien je vais passer. J'ai passé donc il y a quelques jours longtemps avec les agriculteurs et je suis à leur disposition. Ils savent, on se parle. La question, c'est aussi faire attention à pas mettre en scène les débats. Il y a des débats complexes et qui ne se résolvent pas à coup d'opérations de communication des uns et des autres. Merci beaucoup Amélie de Montchalin, députée française, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.